Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir aussi au docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à mes côtés. Bonsoir Lionel et bonsoir tout le monde. Alors, nous allons aborder plusieurs sujets aujourd'hui. C'est pour peut-être la fin d'année que vous avez choisi ces sujets. On n'en a pas parlé. Hein. Je vous signale qu'on travaille pratiquement sans filet, mais on se connaît depuis tellement longtemps avec le docteur Jacques Lacroix qu'on n'en a pas encore parlé. Et je vois le premier titre, Sexualité des Français. Oui, le numérique change-t-il la donne ? Voilà, parce qu'il faut mettre des boules sur le sapin. Alors, il y a des nouvelles... Vous avez gagné un chocolat. Il y a des études qui viennent de sortir et qui nous parlent de sexualité, de notre sexualité donc, et qui donne une vision assez libre et ouverte. C'est une étude, tout ce qu'il y a de plus officiel. Hein. C'est pas du tout un truc paru dans le journal. Nous ne sommes pas des charlatans ici. Non, non, c'est pas paru dans le journal de Mickey ou dans Pif Gadget. Hein. Donc, globalement, les personnes interrogées se montrent satisfaites de leur vie amoureuse et sexuelle, qui reste classique pour la plus grande majorité. Ils indiquent aussi que la masturbation est régulièrement pratiquée par la moitié des Français. Ah, quand même. Dites donc, il y en a qui ont des problèmes quand même, non ? On va voir plus loin. Des problèmes, oui. Et l'usage des sextoys est plus limité quand même. Reste un peu limité. J'aurais pensé que ça se serait un peu plus libéré. Oui, c'est quand même assez libéré, parce que c'est plus limité que la simple masturbation, quoi. D'accord. Alors, cette étude a été faite auprès d'un échantillon de 1518 personnes. Oui, je parle qui sont théoriquement représentatives de la population française. Oui, on ne nous indique pas l'âge. Alors, si je crois un peu plus loin, voilà, parce qu'en fonction de l'âge, les goûts changent. Et donc, c'est ce qu'on voit. Alors, c'est une enquête qui a été réalisée par l'agence Harris, Xlovecam. Bon, très bien, s'ils le disent. Voilà. Donc, la grande majorité des Français 84% estiment qu'il est assez facile d'aborder le sujet du sexe au sein du couple. Oui. Mais ce sont surtout... Plus facilement qu'autrefois, c'est certain. Voilà. Ce sont surtout les jeunes, entre 25 et 34 ans, qui ont le plus de facilité pour en parler. Mais dans leur ensemble, quand même, les Français, à 87%, considèrent que chacun doit être libre de vivre sa sexualité comme il l'entend. Encore heureux. Oui, mais voilà. Hein. Alors après, c'est ce qu'ils disent, c'est pas forcément ce qu'ils font en pratique. Bon. Cependant, il y a des gens qui affichent encore une certaine gêne, voire de la honte, et de façon d'ailleurs différente pour les hommes et pour les femmes. Chez les femmes, le corps est souvent source de complexes. Chez 62% des femmes, ce qui est quand même important. Hein. Alors que les hommes sont davantage préoccupés par leur performance sexuelle, dans 55% des cas. Le corps a moins d'importance. Voilà. Les troubles sexuels concernent par contre les deux sexes, 60% pour les femmes, 49% pour les hommes. Et l'impression de ne pas réussir à satisfaire son ou sa partenaire est ressentie quand même dans 41% et 55%. Oui, mais alors là, est-ce que ça ne serait pas un manque de dialogue ? C'est en contradiction un petit peu avec les propos de tout à l'heure. Le dialogue, oui, avant ou après, mais pendant, c'est difficile. Quoique, dans une autre étude, et c'est tout à fait vrai, j'ai vu qu'il y avait un nombre, j'ai pas pensé à l'apporter, un nombre non négligeable de gens qui regardent leur smartphone pendant qu'ils font l'amour. Non. Si. Alors, chez les femmes, doit être de l'ordre de 25% à peu près, et chez les hommes, 10 à 15%. Je crois que maintenant...
On a la télé aussi partout. On peut regarder la télé. Alors, je sais pas, moi, ça me laisse un peu perplexe, mais bon... vous savez, dans ce monde-là, il y a des choses qui sont tellement particulières que rien n'est surprenant. Ouais, non, rien n'est surprenant, oui, c'est sûr. Alors, pour revenir à cette étude, la plupart des gens interrogés considèrent que leur sexualité est classique. Ils sont un peu moins nombreux à la juger épanouie ou libérée. Mais dans l'ensemble, bon, ils en sont assez satisfaits, ils considèrent qu'elle est classique. Bon. Et cette appréciation, ça se retrouve d'une manière à peu près égale chez les hommes et chez les femmes. Les 2/3 des Français se disent expérimentés en matière de sexualité. Donc, pas mal. Acte. Les hommes le plus souvent, peut-être par fierté, 71% des hommes disent qu'ils sont expérimentés. Alors, oui, mais tout ça, c'est... L'âge est quand même important. Est-ce que ce sont des jeunes de 18 ans ou est-ce que ce sont des moins jeunes de 50 d'années, quoi? Alors là, j'ai pas l'âge. Et... Parce que y a des jeunes de 18 ans qui n'ont aucune expérience. Ça existe. Voilà. Bon, à 50 ans, c'est quand même plus... Ne pas avoir d'expérience, c'est que là, on a fait des choix. On a raté quelque chose, oui, quand même. Par contre, globalement, 38% des personnes interrogées aimeraient avoir de nouvelles pratiques sexuelles. Autrement dit, ils s'emmerdent un peu, quand même. Et cette envie se retrouve davantage chez les jeunes hommes que chez les femmes, et chez les jeunes que chez les couples plus anciens. D'accord. Voilà. Ce qui me surprend dans tout ça, c'est que je ne sais pas s'il faut le comparer à tout ça, mais aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus parler à une femme comme on pouvait parler ou plaisanter à une certaine époque. C'est vrai. Oui, bon, oui, alors maintenant, tout porte à confusion. Je trouve ça du reste dommageable et je pense qu'on reviendra à une certaine époque. Alors, il y avait sûrement des choses à améliorer, et encore, parce qu'il y a des hommes en particulier qui, moi j'appelle ça des voyous, mais ça porte notre nom. Bon, voilà, ça c'est une chose. Et puis, moi, il me semble aussi que aujourd'hui, des femmes sont beaucoup plus libérées qu'autrefois, et des jeunes. Oui, je pense, oui. Et des jeunes. Oui, ça je pense. Je pense bon, aussi. Voilà. C'était ma petite récréation. Non, mais c'est tout à fait vrai. Oui. Alors ensuite vient la fréquence. Donc, 39% des Français déclarent avoir des rapports au moins une fois par semaine. 60% au moins une fois par mois. Et les 40% restants, moins d'une fois par mois. Oui, c'est surprenant quand même. Hein. Assez surprenant. On pourrait penser apparemment, voilà. Les pratiques les plus fréquemment évoquées... Il faut que je m'absente quelques minutes. Les pratiques les plus fréquemment évoquées sont alors, la pénétration, bien sûr, le sexe oral, dans 70% des cas, la masturbation, dans 63% des cas. Et une petite minorité des gens interrogés, 7%, déclarent ne jamais avoir eu de relation sexuelle. 7% quand même. C'est quand même surprenant. C'est vrai que maintenant, il y a encore aussi une autre pratique, c'est que les jeunes femmes, ou peut-être les moins jeunes, mais enfin, les jeunes femmes surtout, refusent l'acte sexuel avant le mariage. Ah oui, on est revenu beaucoup à ça. Hein. Ah oui. Oui. Eh oui, c'est surprenant, mais ça se pratique. Bon. Ah oui. Ça vous laisse pantois, mais... Oui. Et remarque, parmi les 16% des 18-24 ans déclarent ne jamais avoir eu de relation sexuelle. Ah. Maintenant, peut-être qu'à partir de 25 ans, ils en ont. Bon. Ah, mais ça, c'est possible. Mais moi, j'ai entendu dire... pas dans mon entourage direct, mais que beaucoup de jeunes aujourd'hui, peut-être d'un certain milieu, mais
refusent l'acte sexuel avant le mariage. Voilà. Ouais, bon. Ils font des câlins quand même, mais sans relation sexuelle. C'est frustrant quand même. Ah ben plutôt, mais bon. C'est frustrant pour l'homme, et sûrement aussi pour la femme, mais peut-être pour l'homme, tiens, je reconnais que quand même. Bon, on peut avoir les mains attachées dans le dos. Oui. Alors, où j'en étais dans l'étude de mon truc, hein. Ben, l'étude, voilà, on parlait des 18-24 ans qui reconnaissent ne pas avoir... 16% reconnaissent ne pas avoir eu de relations sexuelles. Donc, c'est ça. Et la moitié des Français, y compris en couple, pratiquent la masturbation en solitaire au moins une fois par mois. Les hommes plus souvent que les femmes. Et l'utilisation de sextoys ou d'accessoires reste quand même relativement minoritaire. Alors là, je suis surpris par ça, parce que je pensais que, au contraire, ça s'était développé. On a vu des reportages à la télévision où des femmes font ça, vendent ces objets en réunion, par exemple. C'est ça, oui, comme les Tupperware. Oui. Voilà. Mais il y a seulement 31% des femmes qui disent y avoir recours. Alors après, il y a la pornographie. Est-ce que ça influence 63% des personnes interrogées disent que la pornographie et les nouvelles technologies exercent une influence sur les rapports sexuels. Les hommes à 70% par rapport à 50% pour les femmes. Et les jeunes, par contre, ça a l'air très important chez les jeunes, puisque c'est 75 à 77% des 25-34 ans disent que la pornographie a une influence sur leurs relations sexuelles. Ben, c'est un peu forcé s'ils n'ont pas d'expérience personnelle, qui regardent comment ça se fait ailleurs, et à ce moment-là, ils ont forcément une vision faussée, parce que, tel qu'on peut voir la pornographie dans les sites spécialisés, ça n'a pas grand-chose à voir avec une relation sexuelle amoureuse. C'est... Enfin bon. Ça a toujours plus ou moins existé, c'est vrai. Oui, non, mais c'est pas... Moi, j'essaie de remonter dans mon passé. Bon, ça n'avait pas une... Il n'y avait pas trop de films pornographiques, il y avait des revues, c'est vrai, mais bon, c'était pas... moi, je ne me souviens pas de priorité là-dessus, quoi. En fait, c'était pas... Non, la seule chose à faire, je veux dire, vis-à-vis des jeunes, c'est de leur dire que ce qu'ils voient dans ce type de vidéos... c'est pas la réalité. C'est pas la réalité, c'est comme... ce sont des... Bon, les mecs qui font ça, généralement, ils se dopent au Viagra ou à l'équivalent. Les filles... faut pas croire qu'elles jouissent comme ça. Enfin bon. Donc ce sont des performeurs, et ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Mais pourquoi pas ? Les applications de rencontres. Alors les applications de rencontres ont été utilisées par 38% des Français. Et cet usage se retrouve plus fréquemment parmi les jeunes générations, chez 52% des moins de 28 ans. Qui n'est pas... Ça, c'est franchement dommage, c'est qu'il y a un manque de communication quelque part. 60% des personnes interrogées, ces applications favorisent les rencontres. Et là, mais limite la confiance envers le partenaire et la fidélité. Bon, forcément, hein, je veux dire, ça peut pas y avoir de truc parfait, quoi. Donc voilà tout ce qu'on peut ressortir de tout ça. On peut peut-être préciser quand même pour celles et ceux qui nous écoutent que ces sites de rencontres, attention, méfiance. Ah oui, alors attention, méfiance, oui, ça. Parce que forcément, parce que il y a tellement de choses qui se passent, parfois qui se terminent même dramatiquement. Donc attention, méfiance, on ne le dira jamais assez. Mais bon je reconnais qu'à certains moments, ça peut fonctionner. On ne peut pas l'empêcher. Puis non, mais
mais prudence. Oui, je pense que oui. Bon, eh ben, on va faire une première pause et puis on se retrouve, comme on dit, dans quelques minutes, cher Jean-Yves, qui est à la technique, comme d'habitude. Et nous sommes dans le cadre de l'émission Libre Santé, comme tous les mardis, avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Je vous rappelle qu'à 18h, il y aura 58 minutes. Et là, je recevrai ce soir le propriétaire du camping du lac de Gurson, le camping qui fait aussi restaurant. Voilà. Alors là, je vous demande d'être à l'écoute parce que on va faire appel un petit peu à vous. Voilà une entreprise. Ce monsieur a racheté ce camping il y a 3 ans et aujourd'hui il est un peu en difficulté. Son épouse a lancé une cagnotte sur les réseaux sociaux et donc moi j'ai dit la radio ça sert aussi à ça et je l'ai appelé, je lui ai demandé de venir nous expliquer ses problèmes et comment on peut l'aider. Il y aura aussi notre ami Antoine qui viendra nous parler d'une conférence de Jean-Pierre. Je pense que c'est Jean-Pierre, c'est ça ? Jean-Paul ? Et voilà, je me trompais. Jean-Paul Brielli qui viendra nous parler, qui viendra pas nous parler. Antoine vient de nous annoncer une conférence qui aura lieu samedi le 9 au restaurant Le Saint-Jacques à Périgueux. Et bon, je vous en dis pas davantage. Tout à l'heure, Antoine nous dira comment ça va se passer, le pourquoi du comment. Bien, alors maintenant, nous allons parler d'un autre sujet, mais qui est un peu en rapport avec le premier. C'est, hop, moi j'ai pas tourné ma page, là voilà, c'est la dysfonctionnement, pardon, érectile. Alors, Viagra ou activité physique Alors oui, l'article est posé comme ça parce qu'il y a une étude qui est sortie fin novembre, et c'est très récent. C'est une nouvelle étude qui analyse des travaux menés sur l'activité physique en aérobie, hein, c'est-à-dire avec... quand on dit en aérobie, c'est-à-dire une activité physique qui fait un essoufflement qui nécessite de l'oxygène pour fonctionner, quoi. Bon. Et donc, il y a eu une relation qui a été faite entre l'activité physique et la fonction érectile. Alors, la fonction érectile, il faut savoir que elle peut se poursuivre chez les hommes jusqu'à la mort, hein, avec évidemment de manière moins importante que quand l'homme est plus jeune. Mais c'est aussi... je voulais dire un truc. Vous parlez d'exercice physique. Mais en faisant l'amour, c'est un exercice physique. Assez peu. Assez peu. Non. On perd pas énormément de calories en faisant l'amour. Non, c'est pas... Bon. J'avais entendu dire que ça correspondait à... Bon, alors ça dépend. 50 mètres, non, à la course ou je sais pas quoi. Si vous poursuivez les jeunes filles dans la campagne, c'est sûr que là, ça peut faire. Mais dans une chambre, c'est pas énorme, non, quand même. Même en faisant le tour 3 fois de... Ah, on peut faire le tour de l'appartement, le tour du pâté de maison, le tour... Oui, ça, oui. Non, mais blague mise à part, l'acte sexuel n'est pas un exercice physique. C'est un exercice un peu violent parce qu'il est, mais assez bref quand même. Hein. Ça dure pas des dizaines de minutes, quoi. Donc pour le myocarde, c'est pas très formateur. Pourtant, il y en a qui meurent en faisant l'amour, ça arrive. Oui, bien sûr. Et alors là, les chercheurs se sont attachés à comparer les résultats au niveau de l'érection après la prise de vasodilatateurs comme le Viagra ou Cialis, ou bon, il y en a plein, et une activité physique. Et pour eux, un comprimé de Viagra pourrait être aussi ne serait pas moins efficace que 30 minutes d'exercice physique. 3 fois par semaine, il ajoute. Donc, oui, quand même. 3 fois 30 minutes. Voilà. Donc, c'est quand même... correspond à 3 fois dans la semaine. Voilà. Alors, il faut faire beaucoup d'exercices physiques pour arriver à avoir l'efficacité
l'efficacité du Viagra ou du Cialis ou autre. Bon. Ah bon. Ah oui, j'avais pas compris ça, moi. Ah si. Ah oui, donc le Viagra est efficace si on fait 30 minutes. Non, mais pour avoir l'équivalent d'un comprimé de Viagra... Oui, d'accord, là je comprends mieux. Oui. Alors ça se comprend Et si on fait les deux? Ah ben c'est encore mieux. On va au plafond, d'accord. Parce que l'érection est un bon signal, un bon témoin de l'état cardiovasculaire du sujet, puisque lors de l'érection, le pénis se gonfle de sang, et c'est ce gonflement sanguin qui permet au pénis de devenir dur et d'être en érection. Et donc, si les vaisseaux sont en bon état, ça se passe bien. S'ils sont pas en très bon état, ça se passe moins bien. Et c'est pour ça que l'exercice physique, donc, mais l'exercice physique, donc assez souvent et assez longtemps, permet d'avoir un meilleur état cardiovasculaire, et un meilleur état cardiovasculaire va favoriser l'érection, effectivement. Ce sont ceux qui ont fait cette étude, c'est le docteur Larry Miller, qui est l'auteur de cette étude. Il dit que il a apporté les preuves nécessaires pour recommander avec force l'activité physique dans le cadre de la prise en charge des dysfonctions érectiles. C'est-à-dire, monsieur, vous venez me consulter parce que vous bandez pas assez, très bien. Bon, vous allez faire 3 fois par semaine, 3 quarts d'heure de vélo, 3 quarts d'heure de trucs. Et oui, mais ceux qui peuvent pas. Alors voilà, non, mais c'est facile de dire tout ça, il faut pouvoir. Et puis, c'est pas dit que le médecin soit suivi dans ce sens. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ceux qui ne peuvent pas faire l'exercice physique. À ce moment-là, il y a des produits. Il y a le Viagra, il y a le Cialis. Bon. Donc, les chercheurs ont quand même parcouru toute la littérature scientifique pour pouvoir nous affirmer ça. Et ils ont retenu 11 essais qui avaient été contrôlés, où les participants étaient randomisés, c'est-à-dire étaient comparés avec un groupe témoin, et sur 1100 hommes qui participaient à cette étude, 600 ont été inclus dans des groupes actifs et devaient pratiquer 30 à 60 minutes d'activité physique 3 à 5 fois quand même par semaine. C'est pas rien, il faut vraiment pouvoir avoir un boulot qui vous permette de le faire. Et les 500 autres ont été inclus dans des groupes témoins sans programme d'exercice. Alors, on s'est aperçu de quoi ? Que les premiers qui faisaient du sport, ils bandaient mieux. Voilà. Ils ont mis... J'ai pas su pas me mettre au football, moi. Voilà. Et les hommes qui souffraient de dysfonction érectile, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, légère à modérée, ont noté une amélioration de 2 à 3 points. Alors, je ne sais pas comment ils comptent les points. Parce que si c'est sur 100... Oui, c'est ça, oui, voilà. Mais enfin, le docteur Miller, donc, qui a fait cette étude, dit que nous avons été particulièrement impressionnés par les résultats obtenus par les groupes ayant pratiqué une activité physique, avec des améliorations plus importantes pour les dysfonctionnements érectiles les plus sévères, donc qui étaient identiques aux améliorations qu'on peut obtenir avec le Viagra. Alors, c'est quand même pas négligeable, donc, faites du sport si vous voulez pouvoir avoir une bonne fonction érectile. Maintenant, si vous pouvez faire du sport, effectivement, parce qu'on peut quelquefois, pour des raisons ou physiques ou des raisons sociales, pas toujours en faire. Mais toujours est-il que c'est un bon indicateur avec l'état cardiovasculaire du sujet, parce que c'est en relation directe avec... Une question qui est dans le sujet, mais bon, pour la personne qui a un problème érectile, c'est un médecin traitant classique que l'on consulte? Alors oui, dans un premier temps, oui, parce que d'abord, ça ne pose pas de problèmes médicaux particulièrement difficiles à résoudre. Donc, et vous en aviez personnellement?
Moi, ça va, merci. Mais non, mais quand vous étiez installé... oui, j'en ai vu, bien sûr. Oui. Oui, ah oui. Mais en général, d'ailleurs, les hommes n'abordent cette... j'en ai pas vu souvent... Si, j'en ai vu, qui venaient vraiment pour ça. Mais... Sinon, la plupart du temps, c'était à l'occasion d'une autre consultation, à la fin, qu'ils disent « Oui, au propos, docteur, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose ?» Parce que, voilà, bon. Et... Oui, toujours franchement pour ça. Non, dans un premier temps, on fait un petit interrogatoire, savoir si... Et puis ensuite, si on n'a pas de crainte sur une possibilité pathologique quelconque, on demande d'essayer des pastilles à effet vasodilatateur et qui permettent d'avoir une érection meilleure. Et puis, si ça marche, très bien, on ne va pas plus loin, quoi. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, on adresse à un urologue, là, qui va faire une échographie, besoin des corps caverneux, qui va s'assurer qu'il n'y a pas de tumeur, de quoi que ce soit, en fait, etc. Bon, bien sûr, on peut aller plus loin. Mais au départ, il faut rester simple. Alors, bien que des médicaments contre les troubles érectiles sont généralement facilement accessibles, certains patients ne souhaitent pas en prendre et ne supportent pas les effets secondaires. Alors, les effets secondaires, ils ne sont pas très importants, ils sont relativement rares. C'est des maux de tête, ça va être des brûlures d'estomac, des nausées, quelquefois des bouffées de chaleur, parfois des contractures musculaires. Mais ce n'est pas quand même très important. Donc, pour le docteur Méhan, qui est à l'origine de cette étude, il dit « Faire de l'exercice, c'est à la portée de tout le monde, donc c'est mieux que prendre du Viagra. » Alors, à la portée de tout le monde, non, je ne suis pas d'accord. Tout le monde ne peut pas faire de l'exercice. Puis, c'est un coup. Faire de l'exercice ? Non. Ah, le Viagra ? Oui. Oui. Oui, c'est un coup, oui, c'est pas... Bien sûr, oui. Et surtout que c'est pas remboursé. C'est pas remboursé. Je ne connais pas le montant exact, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas, attends. Il y a plusieurs dosages maintenant, dont du dosage à 5 mg, qui ne suffit pas pour avoir une érection, mais il suffit à ce moment-là d'en prendre 2 ou 4 pour avoir l'équivalent de 10 ou 20 mg. Et c'est de... Oh, le nom m'échappe. Bon, peu importe. Et la boîte de 30 comprimés en 5 mg, parce qu'en 10 ou en 20, ce sont des boîtes beaucoup plus petites. Ça doit valoir dans les 25 ou 30 euros. Il y a plus que ça. Non. Avant, c'était beaucoup plus cher. Alors, je vais me permettre de vous dire... Ça a baissé parce qu'il y a un générique. Ah, d'accord. C'est le générique, oui. Bon. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui... Je suis absolument pas concerné, mais j'ai connu une personne qui a pris ça et qui après était embêtée. Parce que ça revenait pas à la normale de suite. Enfin, de suite, quand je dis de suite... Alors, ça peut, oui. Mais enfin, de là... Cette personne m'a parlé d'1 heure d'attente avant que ça revienne à la normale. Oh ben, 1 heure, c'est pas gênant. Non, je croyais que c'était 1 jour ou 2. Moi. Ah non. Non, parce que quand même ça, pas. c'est arrivé. Ah bon? C'est arrivé avec un individu, je me souviens, c'était en Leyland, et il avait pris un produit qu'on donnait aux jarres pour aller baiser les oies. Non, c'est pas vrai. Si. Et le pauvre homme, il est resté pendant 2 jours sans pouvoir, comme ça, avec ce que ça s'appelle un priapisme, et qui était douloureux, qui peut entraîner après des nécroses au besoin. Enfin bon, ça s'est pas trop mal passé pour lui. Mais, oui. Mais enfin là, non, avec... Oh, on a compris. Ceux qui ont des oies chez eux. Avec le nom du... Bon, ne le donnez pas, je vous en supplie. Non, le nom de la molécule m'échappe. Enfin, avec le Viagra ou le Cialis ou l'équivalent, non, il n'y a pas... Bon, ça peut rester pendant 1 heure ou 2, peut-être, après, mais enfin, c'est pas... Non, mais quand même, vous savez pas ce que vous faites après, quoi. Ben, il faut en profiter. Ah, mais ce que vous faites après, ben... Oui. Oui, bien sûr, oui. Mais... En général, les hommes ne se plaignent pas, quand même. Moi, celui-là, c'était un peu plein, quand même. Bon. On avait parlé, et bon. Bon, mais il n'a qu'à prendre un produit moins dosé, peut-être. Oui, c'est possible aussi, ça. Ou alors qu'il fasse, donc... il avait pris ça un peu à la rigolade, je vous le dis de suite. Ouais. Oui, mais bon.
Ben, c'est pareil, si vous n'en avez pas besoin, l'effet sera beaucoup plus important que si vous en avez besoin. Oui. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent ne pas avoir recours à des substances médicamenteuses, ben, qu'ils fassent entre une demi-heure et 3/4 d'heure de sport, mais de sport assez intensif, hein, au moins 3 fois par semaine, et ça va favoriser la bandaison de papa, comme disait Brassens. Allez, eh bien écoute, on va prendre 3 minutes de pause musicale. Jean-Yves derrière son comptoir, mais enfin... C'est un peu embrouillé. Bon, alors... nous allons parler d'un autre sujet, mais toujours dans le domaine de la santé. Alors là, c'est surprenant. Je ne sais pas comment vous avez fait pour nous dénicher ça. La SNCF veut ouvrir 300 cabines de téléconsultation dans les gares. Oui, j'ai trouvé ça... Tous ces articles, je les trouve sur des revues médicales. Oui, alors faut en parler parce que c'est quand même, moi je trouve ça un peu scandaleux de profiter du manque de médecins et de la difficulté qu'ont les patients à trouver un médecin pour essayer de faire du fric parce que le but c'est uniquement ça, hein, c'est uniquement faire du fric. Donc, parce que ça ne fera pas une bonne médecine, qu'on puisse faire du dépannage en vendant quelques médicaments d'usage courant, pourquoi pas, oui, mais bon. Donc les grandes gares sont nombreuses à s'être transformées en centres commerciaux ces dernières années, ça, on a vu ça. Mais peut-être que maintenant, il y aura aussi des centres médicaux. Enfin, des centres médicaux sans médecin, entendons-nous bien. Hein, c'est pas... donc si tu as sans médecin, mais alors... on va dire comment ça fonctionne. Alors ce seront, si j'ai bien compris, des cabines... par informatique. Oui, avec... une téléconsultation de médecin. Alors, si vous n'êtes pas trop malade, ça va. Si vous êtes bien malade, il faudra attendre les... Moi, j'ai été régulateur au SAMU, et je peux vous dire que pour la régulation, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et pour savoir si quelque chose est grave par téléphone ou pas, c'est à peu près impossible. Et d'ailleurs, tous les ans, il y a 2 ou 3 plaintes parce que le régulateur n'a pas réussi à trouver ou suspecter la gravité des choses. Donc la SNCF a confié à la société Loxamed. Alors je ne sais pas si vous voyez, Loxam, c'est une société de location de matériel... médical ? Non, de matériel de chantier, choses comme ça. Ah oui. Loxam. Oui. Et donc ils ont créé sans doute une filiale, Loxamed, pour déployer progressivement des espaces de télémédecine dans 300 gares d'ici à 2028. Donc c'est tout proche. Hein. Alors, il y a déjà des pharmacies ou des centres de biologie médicale dans les gares, mais... On peut le comprendre. Oui, non, mais bien sûr. Mais nous souhaitons aller plus loin pour répondre au mieux aux souhaits de la population. Alors, oui, mais au mieux, ça reste à prouver. A déclaré M. Poli, qui est le directeur général de la SNCF, dans un entretien au quotidien du médecin. Alors, ces espaces santé auraient une surface minimale de 25 mètres carrés et ils seraient progressivement installés dans les gares choisies avec les agences régionales de santé. Alors, celles-là, les agences régionales de santé, c'est la représentation du gouvernement au niveau régional pour ce qui concerne la santé. Ce sont souvent des préfets qui tiennent ça. Bon. Il faut savoir que si on n'a rien à leur demander, on peut leur demander. Mais s'il y a quelque chose d'important à leur demander ou de prendre des décisions sur un sujet important et des décisions intelligentes et efficaces, il ne faut pas leur demander. Les ARS brillent par leur incompétence. Enfin bon, justement, ils sont justement associés à ce projet. Oui. Et la société Loxamed, qui a été créée pour mettre en place ces centres de téléconsultation, disent qu'il y aura un médecin généraliste qui sera qui pourra être consulté, mais consulté à distance. Ou aussi pour permettre une prise de rendez-vous
sur place ou via les plateformes. Donc ces espaces de télémédecine accueilleraient des activités secondaires comme la vente de produits de parapharmacie ou de première nécessité, comme des couches, du lait infantile, etc. Bon, mais ça, pourquoi pas, bien sûr. Hein, mais l'idée, c'est que les usagers puissent trouver ce dont ils ont besoin lorsqu'ils rentrent le soir chez eux, disent les promoteurs de cette initiative. Alors, c'est une activité qui est jugée indispensable pour essayer de rendre le modèle rentable, évidemment. Mais c'est de la sous-médecine qui va être faite, quoi. Il y a quelque chose qui m'échappe dans tout ça. L'ordre des médecins... Alors, l'ordre des médecins, j'allais y venir, lorsqu'il a eu connaissance de ce projet, a été vivement opposé à ça, estimant que cette initiative commerciale participe à la dérégulation de notre système de santé. Et cette proposition risque en plus d'étourner les professionnels de santé qui seront moins disponibles pour exercer dans des territoires les plus vulnérables. Ça reste à prouver, mais pourquoi pas. Et le Conseil national de l'ordre des médecins, il voit un nouveau signe de la financiarisation de la médecine, malheureusement, puisque voilà. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et non. Oui, mais enfin, maintenant, ça commence à prendre des proportions que ça n'avait pas. La financiarisation de cette médecine qui est également dénoncée par l'Union française pour la médecine libre. Qui nous dit, sous couvert de la résolution des déserts médicaux, la financiarisation étend ses bras de poulpe, et cette financiarisation ne vise qu'à développer une médecine low cost, lucrative pour ces entreprises qui n'ont rien de bienfaitrice, bien sûr. Mais enfin, dans ces gares, qui peut aller dans ces cabinets je suis sûr qu'il y aura du monde. Hein. Oui, mais enfin, bon, entre nous, quel monde? Les gens qui se sentent pas bien, qui ont toujours un pet en travers, qui se disent tiens, en attendant mon train, là, je vais aller. Ou des gens qui n'ont pas accès à la médecine. Non, ça, je crois pas. Il y en a pas beaucoup, quand même. Sur le plan financier, il y en a pas. Les gens ont accès. S'ils n'ont pas accès, ils peuvent avoir de droit à la CMU. Et puis sinon, ils sonnent chez un médecin, puis ils disent je suis désolé docteur, je ne peux pas vous payer. Il n'y a pas un médecin qui digne de ce nom qui refuserait de les soigner. Enfin, bon, mais c'est surtout c'est surtout la difficulté, c'est pour trouver un médecin. Ça, c'est autre chose. Oui. On en a déjà parlé. Et oui. Ça ne va pas en s'arrangeant. Et alors, il y a les syndicats de médecins sont également assez opposés à ça, parce que l'ouverture de ces cabines, si elle voit le jour, ne devrait pas, ils espèrent, bénéficier de téléconsultations qui soient remboursées par l'assurance maladie, parce qu'alors, c'est rembourser une médecine au rabais, quoi. Oui. Et c'est la porte ouverte à plein de choses. Oui. Et tout ça, c'est assez scandaleux. Alors, qui est derrière ce projet ? Donc, à l'issue d'un appel d'offres lancé en mars, la SNCF a choisi Loxamed, donc, qui est une entreprise spécialisée dans la mobilité et la mise en place de solutions de santé, qui a été créée en mai 2000 par... 2020. Oui, pardon, 2020, oui. Par Monsieur Molinier, qui est un ancien vice-président du groupe Renault, et par Monsieur Gérard Depré, qui est le président de Loxam, donc cette boîte de location de matériel industriel. C'est incroyable, quoi. Voilà. Partout où on peut prendre de l'argent, aller en avant, quoi. Voilà, donc ces gens-là sont des gens sûrement très compétents, mais pas en médecine. Donc, attendons-nous après, on va aux premiers incidents. Maintenant, si les médecins qui seront en consultation dans ces trucs sont pas trop couillons, ils vont pas se mouiller.
Et donc, ils donneront du Doliprane, et puis, sortis de là, pas grand-chose. Donc, ça servira à peu près à rien, quoi, comme d'habitude. Mais en attendant, vous aurez payé une consultation. Bon, eh bien, nous allons clore sur ces quelques mots. Aujourd'hui, 58 minutes. Vous retrouverez cette émission la semaine prochaine, en enregistrement, bien évidemment. Et avant la fin du mois, il y aura une nouvelle émission avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Merci d'être venu jusqu'à Montcarré. À bientôt. À bientôt. Moi, je vous retrouve... Non, mais c'est pareil, laisse-le. Santé. Voilà, je vous retrouve dans quelques minutes pour 58 minutes.